Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria, bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, on vous emmène dans le destin d'un homme de bronze beauzacois. Et pour vous raconter son histoire particulière et singulière, nous avons avec nous Marie-Martine Lolanier de Barba. Bonjour Marie-Martine. Bonjour Loïs. Merci d'avoir accepté notre invitation à Altistoria. Marie-Martine, études classiques, fac de droit, fac d'allemand et surtout de nombreux métiers en parallèle, femme de ménage, gouvernante dans l'hôtellerie de luxe, interprète, responsable d'une entreprise de nettoyage industriel, juriste, comptable public, huissier et enfin généalogiste familial et foncière. Tout vous intéresse tant qu'il s'agit d'apprendre. Vous écrivez aussi, je vous cite, pour perpétuer la mémoire de nos devanciers, car notre siècle n'a pas tout découvert. Vous avez publié de nombreux livres historiques, notamment un livre d'histoire locale intitulé Tranches de vie envolées, la vie quotidienne au XIXe siècle dans le volet oriental à travers les faits divers, mais aussi un roman historique intitulé Les bouges inutiles aux éditions Maya, qui raconte l'histoire d'une réfugiée du Pas-de-Calais qui gagne la Haute-Loire durant la Première Guerre mondiale. Je pense également à un autre bouquin très intéressant que vous avez écrit sur les mémoires de la première guillotine de Haute-Loire. Quel parcours déjà, quel parcours pour avoir fait autant de choses. Voilà. Je suis de nature curieuse. Ouais. Jean-Pierre Furnon. Alors, on précise à nos auditeurs que vous êtes de Beauzac, donc c'est votre région, Oui. Votre localité que vous connaissez bien, de Haute-Loire. Jean-Pierre Furnon, ou le parcours d'un homme de bronze beauzacois au service de Napoléon Bonaparte. Qui était Jean-Pierre Furnon ? Est-ce que c'était un grognard ? Non, absolument pas. Tous les soldats de l'époque n'étaient pas des grognards. En fait, lorsqu'on parle des soldats de Napoléon Bonaparte, on a l'habitude de dire « Ah oui, les grognards !» Mais en fait, ce terme ne s'appliquait pas à tous, mais seulement à ceux de la vieille garde impériale qui a été créée le 18 mai 1804. Cette garde, en fait, est sous le commandement direct de Napoléon. Elle est constituée au départ des soldats les plus valeureux, parmi les grenadiers à cheval ou à pied, les chasseurs à cheval et à pied, les artilleurs à cheval et le bataillon des marins de l'infanterie, ainsi que les gendarmes d'élite de la cavalerie. Au fil des années, d'autres corps vont intégrer cette garde. Il y aura donc des étrangers également qui vont y venir, des Lituaniens, des Polonais, des Tartares et les Mamelouks. Une jeune garde va être créée en 1809, ce qui va porter les effectifs qui étaient au départ de 10 000 à 56 000. Ils ont un statut privilégié, ces grognards, c'est un corps d'élite. Donc ils ont droit à une nourriture et un uniforme amélioré. Ils sont très proches de Napoléon puisqu'ils sont sous son commandement direct. Lors de leur départ en retraite, ils vont devenir ce qu'on appelait à l'époque les vieux de la vieille. Et ils se qualifient eux-mêmes alors de vieux débris. En fait, sur les champs de bataille, ils ne sont pas en première ligne. Ils sont l'interface entre Napoléon et les premières lignes, justement. Ils le protègent. Jean-Pierre Furnon, revenons sur les débuts de sa vie. Où est-ce qu'il naît et dans quel contexte social, politique est-ce qu'il grandit ? Il y a une petite interrogation à propos de sa naissance, parce que les actes de naissance de cette époque-là, la terreur, ne sont pas tous conservés aux archives, et c'est le cas pour Jean-Pierre. En fait, les renseignements qu'on a sur lui viennent soit de son registre matricule, où il est déclaré né en décembre 1792, alors qu'en fait, sur son acte de mariage, on va voir qu'il est né en novembre 1792 et à Beauzac. Voilà, ça c'est un petit mystère, mais marginal. C'est sûr qu'il naît en pleine période de bouleversement politique pour le pays. Ah, complètement. Son père, Jean-Louis, était cultivateur, comme beaucoup de gens là-bas, au Suc de Beauzac. Il s'y est installé en 1771 après son mariage avec une fille originaire du Suc qui s'appelait Antoinette Tavernier. Lui-même était originaire du hameau du Moulin où son père était meunier du seigneur de Beauzac. Et auparavant, la famille est bien ancrée à Beauzac, mais il y a juste eu au milieu du XVIIe siècle la mention que la famille Furnon était originaire de l'Apt.
Et du côté de sa mère, la famille Tavernier, elle, vit au Suc depuis un certain nombre de générations. Juste en 1638, l'aïeul d'Antoinette a épousé une fille de Basse. En fait, on surnomme Jean-Pierre Boré. Les surnoms étaient une pratique habituelle à l'époque. Boré, pourquoi? C'est sûrement issu du toponyme Vore, qui est actuellement un lieu-dit de Beauzac. Bord, c'est un lieu inculte et partiellement effondré. Donc on pourrait dire que Jean-Pierre est originaire du Petit Ravin. Il est de taille moyenne pour l'époque. Ça va vous faire rire puisqu'il mesure 1,58 m. Il a les yeux gris et les cheveux châtains. Son visage est ovale, sa bouche moyenne, son menton rond. Ça, c'est son registre matricule qui nous l'apprend. Il est journalier, il aide à la ferme familiale. À l'époque de sa naissance, qui est donc, comme on l'a dit, très troublée, la République est proclamée le 22 septembre 1792, donc juste quelques mois avant sa naissance. Le roi sera décapité le 21 janvier 1793. Le régime d'exception de la terreur ordonne donc la levée en masse des troupes en 1793. Pour la première fois en France, tous les jeunes hommes célibataires sont automatiquement soumis à la conscription, ce qui n'était pas le cas avant. Cette importance militaire est flagrante parce qu'on est en pleine époque de guerre sur tous les fronts. La Révolution a bien perpétué l'habitude royale en la matière et sera amplement suivie par Napoléon. Napoléon Bonaparte, donc après le coup d'État du 18 Brumaire, continue cette conscription de masse. Mais ça ne suffit pas, on va le voir. En 1802, on a la possibilité de payer un remplaçant. Si on a de l'argent et qu'on ne veut pas envoyer son fils à la guerre, on va lui acheter un remplaçant qui partira à sa place. Le décret impérial en l'an 13 crée le conseil de révision et le tirage au sort. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas partir. Il faut tirer un bon numéro pour ne pas partir. Les mauvais numéros partent. Ils ont la possibilité, on l'a vu, d'être remplacés. Le conseil de révision permet aussi d'éliminer certaines personnes qui ne sont pas en état physique de partir. Et lorsqu'ils partent pour 5 ans. Et ça ne va pas continuer comme ça, parce qu'en fait, dès 1806, la conscription, telle qu'elle est conçue, ne suffit plus. Il y a donc à nouveau des levées en masse. À chaque levée en masse, on fait partir 30 000 conscrits supplémentaires. C'est énorme. Entre 1800 et 1814, par exemple, Napoléon a mobilisé environ 2 millions d'hommes, c'est-à-dire 7% de la population totale. C'est énorme. La France est toujours en guerre. Napoléon annexe sans cesse de nouveaux territoires. Par exemple, en 1810, lorsque Jean-Pierre a 18 ans, la France compte 130 départements. Elle intègre certaines régions des Pays-Bas, d'Italie et d'Allemagne. Alors comment est-ce que Jean-Pierre Furnon rejoint-il l'armée napoléonienne? Est-ce qu'il tire un mauvais numéro? Eh bien oui, évidemment. Donc pas de chance pour lui. Donc c'est pas une envie, c'est un ordre. Non. Rares étaient en fait les jeunes qui avaient envie de partir à la guerre, parce que tout le monde savait bien que c'était un risque de mort. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent dans nos campagnes, mais les gens avaient une certitude. Ils avaient leurs terres à entretenir, ils avaient... à part quelques têtes brûlées qui avaient envie de partir à l'aventure, peu d'entre eux avaient envie de vivre tout cela. En 1812, Jean-Pierre Furnon, il a 20 ans. Il sait quelles ont été les conquêtes napoléoniennes, qui pour la plupart ont été glorieuses. Mais en 1812, la face du monde commence à changer. C'est la campagne de Russie, qui est terrible. Les besoins en soldats sont tels que les conscrits sont appelés parfois 15 mois avant d'avoir l'âge légal. Donc ils sont très jeunes.
Et Jean-Pierre va faire partie des 686 conscrits de la Haute-Loire, sur un total de 109 633 appelés au total. Donc des guerriers, enfin des combattants altigériens qui sont appelés à partir en Russie, oui, dans le cadre de l'envahissement de la Russie par Bonaparte. Voilà. 1812, hein, c'est ça, on est 1812, oui, oui. Ouais. Donc Jean-Pierre se retrouve dans l'infanterie de ligne. Forcément, il n'a pas d'argent, donc chasseur à pied, infanterie. Il devient grenadier au 55e régiment de ligne, et de là, il sera transféré au 18e régiment de ligne. Ce régiment-là dépend du 3e corps d'armée qui est commandé par le maréchal Ney, qui est le duc d'Elchingen. Il y a en théorie 34 000 hommes. Mais en fait, l'effectif moyen n'est que de 2500. La brigade où est donc Jean-Pierre est commandée par le colonel Pierre Pelleport. Et parmi les soldats, Jean-Pierre va retrouver quelques voisins. Il va retrouver par exemple Jean Cussinel, qui est né en 1791, qui est un petit peu plus âgé que lui, donc, à Trevas de Monistrol-sur-Loire, où il était cultivateur, et Jean Joubert, qui lui était né le 1er mars 1791 à Retournaguet. Et ces trois hommes vont vivre ensemble les aventures de la campagne de Russie et de la retraite de Russie. Ils seront tous les trois médaillés de Sainte-Hélène. On reparlera probablement de cette médaille. Et tous les trois, après, reviendront de la retraite de Russie et ils reprendront leur métier d'agriculteur, avec une petite nuance pour Jean Joubert, qui deviendra en plus garde champêtre de la commune de Beau à la fin de sa vie. On dit que Jean-Pierre Furnand est un homme de bronze. En tout cas, c'est comme ça qu'on a intitulé l'émission, et parce que c'est ce qui fait la singularité de son histoire. Alors, qu'est-ce qu'un homme de bronze ? Eh bien, en octobre 1812 débute la retraite de Russie. La campagne de Russie a été une catastrophe, bien évidemment, tout le monde le sait. Des dizaines de milliers d'hommes ont perdu la vie, victimes du froid, de la faim et des attaques incessantes des Cosaques. Ils n'ont plus d'équipement, ils n'ont pas beaucoup de nourriture, ils se livrent donc à des pillages. On a même parlé de cannibalisme. C'est le comte Philippe de Ségur qui en parle. Après la retraite de Russie, Napoléon, qui n'a jamais été avare de formules, a dit « Les hommes ordinaires ont succombé, les hommes de fer ont été faits prisonniers, je ne ramène avec moi que les hommes de bronze. » Et en fait, cette belle formule ne saurait pas cacher les innombrables pertes humaines, ni le fait que Napoléon, apprenant une tentative de coup d'État à Paris, a quitté ses troupes en traîneau pour rentrer en France en urgence. Et il a laissé le commandement des bribes restantes de son armée à Eugène de Beauharnais. La Russie est évacuée des soldats français le 26 décembre 1815. Il n'y en a plus à ce moment-là. Donc Furnand survit à cette guerre. Oui. Il devient homme de bronze. Oui. Des décennies plus tard, en 1857, nous sommes sous le Second Empire, on crée alors une médaille militaire commémorative appelée la médaille de Sainte-Hélène. Dans quel contexte, Marie-Martine, dans quel contexte politique créer cette médaille, et à qui et comment est-elle décernée ? Alors cette médaille, Napoléon Bonaparte l'a voulu. Mais les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu réaliser ce vœu. Et en fait, c'est Napoléon III, donc le Second Empire, qui a créé cette médaille le 16 août 1857. Alors en attirant l'œil des gens sur ces vénérés soldats, on tente peut-être de faire passer au second plan les péripéties de la récente guerre de Crimée, mais on va quand même associer les soldats de la guerre de Crimée à cette décoration. En fait, c'est la première médaille commémorative française. Elle va être décernée à tous les combattants français et étrangers, ceux combattant donc sous le drapeau français, mais qui sont encore vivants au jour de sa création. Elle est en bronze, ce qui attire les quolibets de la part des opposants. C'est de cette époque que date l'expression médaille en chocolat, puisqu'elle était en bronze, couleur chocolat. Son ruban est rayé rouge et vert, et cette couleur de ruban sera reprise pour la croix de guerre de la guerre de 14-18. Cette médaille mesure 5 cm de diamètre,
Elle comporte à l'avers une gravure représentant Napoléon plutôt à la fin de sa vie, et au revers l'inscription « À ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, Sainte-Hélène, le 5 mai 1821 ». Elle est bordée d'une couronne de laurier comportant la date des campagnes. Alors elle est accompagnée d'un diplôme lors de sa remise aux ayants droit survivants. Elle est présentée dans une boîte en carton, au couvercle recouvert d'un papier blanc glacé en relief, comportant l'aigle impérial, et une mention aux compagnons de gloire de Napoléon Ier, décret impérial du 12 août 1857. Elle est destinée en fait à 380 000 anciens soldats, parmi lesquels environ 55 000 étrangers et plus de 2300 originaires de Haute-Loire. Mais entre l'intention et l'action, le temps passe. Des décès sont survenus. Un grand nombre de brevets et de médailles ne seront donc pas distribués. Et il n'en sera attribué que 2224 aux altiligériens. Il est un peu compliqué de retrouver la liste intégrale des récipiendaires parce que les dossiers et archives de la médaille de Sainte-Hélène étaient conservés à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, qui ont été détruites par l'incendie de 1871. En fait, on retrouve trace par des recherches généalogiques et par les registres militaires. Et ce qu'on peut dire sur ceux de Haute-Loire, c'est que, par exemple, aucun officier ne l'a eu, cette médaille. Pour une raison très simple, c'est que 3 étaient morts sur les champs de bataille et que les autres sont morts avant la création de la médaille, qui n'était destinée qu'aux survivants. Pour citer quelques chiffres, 196 soldats originaires du Puy l'ont eu, 38 de Monistrol, 35 d'Issingeaux, 12 de Beauzac, 11 de Retournac, 1 de Solignac-sur-Loire, 10 de Craponne, 16 de Ozon et 3 à Arlay, qui est actuellement une des plus petites communes du département. Donc le chiffre était important. Alors comment elle est attribuée ? Eh bien, il faut avoir ses papiers militaires, mais tous ne les ont plus. Donc la mairie du lieu des demandeurs est interrogée. On demande également quel est le grade, le régiment, les dates d'incorporation et de libération, parce qu'en fait, il n'y a pas de condition de service minimum ni de participation à une campagne. Il faut donc présenter des témoignages et des choses comme cela. Et qu'est-ce que va apporter cette médaille ? Financièrement, rien, il faut être très clair. Le décret dispose simplement qu'à l'avenir, les médaillés de Sainte-Hélène, réunis à ceux de l'armée de Crimée, assisteront à toutes les cérémonies publiques et serviront d'escorte au drapeau national. Mais dans la pratique, on n'a pas vraiment de moyens de vérifier si cela a été le cas ou pas. Jean-Pierre Furnand reçoit donc cette médaille. C'est ça, il compte parmi les anciens combattants de Beauzac. Et donc il est en vie à ce moment-là, il la voit, quoi, cette médaille. Oui, bien sûr, oui. Il a été sur 380 000, son dossier était le numéro, je ne sais plus, 315 098. À ce moment-là, il y a une fierté chez ces anciens combattants, ou est-ce qu'on sait ce que ça leur fait de recevoir cette médaille, c'est une fierté ou ça rappelle de mauvais souvenirs ? Pour eux, je pense que c'était une fierté, parce qu'ils ont quand même vécu des choses que seuls pouvaient connaître, comme le feront après eux les poilus des tranchées. C'était la reconnaissance de leur abnégation, quelque part. Après, tout dépend de la période politique. Il est vrai que sous le Second Empire, évidemment, ils étaient vénérés. Sous les républiques, peut-être un peu moins. D'ailleurs, au niveau de la Première Guerre mondiale, je crois que le ruban des médailles est récupéré pour les combattants de la guerre de 14. Le ruban sera réutilisé pour la Croix de guerre de 1914-1918. Un autre mot sur Jean-Pierre Furnand, tu aimerais nous dire ? Oui, mais Jean-Pierre Furnand, donc, il a participé à plein de campagnes. Il a été fait prisonnier à Vilna, qu'on appelle maintenant Vilnius, en Lituanie.
Il a réintégré la France en septembre 1915. Après, il s'est marié. Il a eu 3 enfants. Il s'est marié avec une fille de Saint-Maurice-de-Lignon. Il a eu 3 enfants. Et il est mort dans la misère. Il est mort dans la misère en 1877. Il avait 85 ans. Et il n'a laissé aucun bien, comme en atteste le certificat d'indigence qui a été établi en 1883. Une vie humble, pour un homme que rien ne prédestinait à de telles aventures, et qui est mort dans l'oubli. Et un destin remarquable, et c'est pour ça qu'on le met à l'honneur aujourd'hui au travers de cette émission Portrait. Merci beaucoup Marie-Martine d'avoir accepté notre invitation à Altistoria. Chers auditeurs, on espère qu'on vous a emmené dans l'histoire, cette personnalité locale, cette émission Portrait dédiée à Jean-Pierre Furnand ou le parcours d'un homme de Bronze-Beauzaqua au service de Napoléon Ier. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine émission Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.